De la peu fracelle aux femmes et bibi toute l'année. Amsterdam dans le GP. On décharge le Zodiac sur la plage devant les touristes qui faisaient bronzer. Bayard de Chelon sur le survêt. On prend les sauces interdits en CRS. De la repu sur la pesette. De 3 RR à la sauvette. On bandit les poches trouées, la drogue on l'a écoulée depuis écolier. Dis à l'OPJ de se faire enculer, sur nos cartes d'identité on met cagoulé. Tonton, comment ça va? Ça va, merci, et vous? Bah bien, bien. Pour commencer, bonne année. Ouais, meilleurs vœux, hein. Ouais, elle commence bien cette année, hein. Zizou, entraîneur du Real, Monster Tape dans les bacs le 15 janvier, on est bien là. Ah là, on peut pas commencer le mois de janvier d'une meilleure façon. Ce projet, ça fait 4 ans qu'on l'attend, parce que depuis Chef de famille, sorti en 2012, Ouais. t'as fait des morceaux, mais pas de véritable projet. T'as Ouais. voulu couper, t'avais besoin de souffler. Bah, j'ai eu besoin de souffler parce que déjà, dans ma vie privée, j'ai eu une évolution, voilà, et il s'est passé des choses dans ma vie qui fait que fallait que je laisse un peu la musique de côté, mais toujours en continuant de travailler. Donc j'ai fait des hors-séries en attendant de sortir un disque. Et puis il y a aussi un gros changement, c'est que j'ai changé de label. C'est-à-dire, et ma façon de travailler complètement. Parce que j'étais en indé pendant presque 10 ans. J'ai sorti mes disques tout seul, avec des labels deals chez Sony, mon argent. J'ai fait des chèques à mon nom de famille. Donc après, au bout d'un moment, bon voilà, comme je t'expliquais, voilà, quand je parle de vie privée, c'est voilà, la vie normale, hein, mariage, les enfants, etc. Donc La priorité en vrai. c'est ça, c'est la vraie vie, mon frère. Donc à partir de là, à côté de ça, je continue quand même à faire des hors-séries. Et puis j'ai rejoint Barclay, Universal. Et justement, le fait que j'ai changé de vie, il fallait que je travaille autrement. Parce que l'indépendance, c'est un vrai sacrifice. C'est usant. C'est très usant. Franchement, quand on a des résultats, t'es le plus heureux du monde, t'es très fier. Et puis même financièrement, tu t'y retrouves comme jamais tu peux te retrouver dans la musique. Même en maison de disques, tu ne pourras jamais faire autant d'argent qu'en indépendant. Mais ça demande beaucoup de sacrifices, vraiment beaucoup. La structure frénésique, elle existe toujours. Ouais. Elle a eu un rôle à jouer aussi dans ce projet, même s'il y a Barclay, Millennium, tout ça. Ouais, bien sûr, elle est en exé, elle est toujours en production. Mais comme je le dis depuis toujours, c'est pas un label de rap. C'est un label qui a été créé pour les projets de Rimka. Exclusivement, tu vois. Après, j'arrive à faire, par le biais de Frénésique, des projets multi-artistes, mais ça reste quand même les projets de Rimka, comme Maghreb United, etc. C'est sur Frénésique, mais c'est estampillé Rimka. Ce projet-là, tu l'as appelé Monster Tape. Ouais. Déjà pourquoi? Pourquoi? Parce que pour moi, c'est plus qu'une tape, en fait. Au début, je me dis, je pars pour une mixtape, et puis j'ai quand même 15 ans de carrière, donc j'invite des gens, et j'ai une façon de travailler qui est professionnelle, et j'ai l'expérience avec, donc on ne sait pas faire petit. On sait faire qu'en grand. Donc forcément, au fil du temps, quand j'étais en train de réaliser le projet, je me suis dit, mais quand même, c'est une sacrée mixtape quand même. Pour une mixtape, c'est assez costaud. Donc, et puis c'est là d'où le mot Monster est venu. C'est mon pote Derder qui est souvent avec moi, qui m'a dit, c'est une mixtape de Monster. Et puis après, c'est resté. Et ce mot-là, Monster, tu l'avais déjà utilisé pour un morceau avec Cool Chain, je crois, en 2010. Ouais, c'est ça. Donc finalement, ça fait partie de ton langage, en fait. Voilà, de mon vocabulaire. Et d'ailleurs, même pour le titre avec Cool Chain, c'est moi qui avais trouvé le titre. Ouais. Sur Street Lourd 2, c'est ça. Ouais. On arrache tout comme le Barça. Every Tassa, Leicester, je suis devenu un monster. C'est pour qu'on la rase pas. Reste pas là, ça sent le canard. Le vieux port, les ruelles de Panama. Alors, il y a un Monster aussi dans ce projet, c'est le titre éponyme de l'album et c'est le titre qui l'introduit. C'est ça. Et alors, dedans, tu dis j'étais prêt à sortir une arme dans un bureau de change. Tu dis en France, j'avais pas le choix, alors je bicravais. Là, tu décris un peu le mode de vie que tu avais avant de rencontrer le succès avec 113 ans. Bien Ça évidemment. ressemblait à quoi? Ben, ça ressemblait à la vie de cité, comme n'importe qui. Après, j'ai jamais été un voyou, hein. J'ai jamais été dans le banditisme. J'ai pas fait de brinks, j'ai pas fait de Il y avait grosses des petites peines. rumeurs, quand même autour. Moi, je me rappelle à l'époque, j'étais collégien et on disait le 113, putain, c'est le premier groupe vraiment de mecs, c'est des voyous,
des petites rumeurs toi qui sortaient. Et puis bon, finalement, tu vois, je sais pas, t'as ce genre de... Ouais, c'était la mafia qu'un free, hein, c'était 113. Bien sûr. Avec le morceau. T'es pas là pour rigoler. Hold up. Ouais, voilà. On disait, est-ce que c'est un vrai bail ou est-ce que c'est, tu vois Non, faut savoir que d'où on vient, c'est l'un des berceaux du banditisme. Et forcément, ben, moi, souvent, je prends une photo de classe en exemple, où on est 22 dessus. Alors que les classes, déjà, c'est 30, tu te dis, il y a un truc bizarre déjà. Et sur les 22, il y a moins de 10 mecs avec qui j'ai grandi, qui ont fait au moins 10 ans de prison. Donc à partir de là, tu te dis, bon, voilà, tu grandis dans ces endroits-là, avec des gens qui n'ont pas froid aux yeux, forcément, tu viens à un moment ou à un autre, tu t'y trempes. Après, nous, on a eu vraiment beaucoup de chance. C'est pour ça que là-dedans, je dis, on peut dire que j'ai eu ma chance dans ce morceau-là, c'est qu'on a rencontré le rap très jeune. Ouais, c'est ça. Tu vois ça. Et mais t'en étais où exactement? C'est-à-dire que t'étais déjà sorti du système scolaire et avec le quotidien de la rue, et finalement, tu t'es mis comment à te pencher sur l'exercice du rap? J'étais armé, prêt à rentrer dans une banque, et en même temps, j'étais avec Mokobe et les potos à écrire des couplets la journée, tu vois. Qui t'a mis dedans? Qui m'a mis dans le rap? Ouais. C'est Vitry en fait, c'est la ville en général. C'est le rap en lui-même, ce que t'écoutais en fait. Y a pas quelqu'un qui t'a dit allez petit viens écrire au lieu de foutre la merde? Pas vraiment, non, pas vraiment. Tu vois, c'est une ville de rap quand même, Vitry, tu vois. Il y avait des groupes qui ont réussi à sortir des disques avant les années 2000. Little MC et Lionel G, Timidé sans complexe, etc. Donc forcément, t'écoutes, c'est les gens de ta ville, c'est les grands de chez toi, c'est les gens qui traînent avec tes grands frères, tes cousins. Tu supportes, t'es derrière eux, tu vas au concert. Et t'as envie de faire pareil. Et t'as envie de faire pareil, tu vois. Dans le morceau, à un moment, tu dis au bled, j'étais posé, mais j'ai pas le souvenir que tu sois né en Algérie. Non, je suis pas né en Algérie, je passe beaucoup de temps là-bas, mais j'y suis pas né. Donc tu fais référence aux allers-retours en fait. Voilà, je fais référence à ça, et puis aussi au fait que quand j'étais petit, à peu près à mes 3 ans, normalement mon père il avait pour ambition de rentrer définitivement en Algérie. Et c'est ce qui s'est passé. Donc on construire la vie là-bas avec le travail en France. C'est ça. Ouais. Et donc on était tous rentrés, toute la famille, sauf mon père qui faisait lui les allers-retours. Et puis après, j'ai eu une brûlure grave à une main, tu vois, je m'étais brûlé la main, gravement. Et comme j'étais très petit, les soins au bled, c'était très dur. Qui fait que j'ai dû rentrer en France. C'est des soins qui ont duré... Mais là, t'as quel âge à peu près? Là, j'ai 5 ans, 5-6 ans, tu vois. Et qui fait qu'après, mon père m'a gardé avec lui au bled, et puis finalement on est resté. La médecine a évolué depuis en Algérie quand même. Ouais, mais pas tant que ça, hein. Tu sais, quand ton président il va se soigner en France, tu vois, le délire gros, c'est ambigu, hein. Et alors dans quelle mesure l'entrée dans le rap, avant même le succès, tu vois, ça a tout changé? Parce que j'imagine que tu continuais quand même à faire tes petites affaires à côté, mais que ça commençait à te prendre du temps, et puis même la cogite, que tu devais déjà avoir avant, commençait à trouver une finalité sur le papier. Au début, c'est un kiff. T'aimes la musique, tu kiffes, ok, j'écoute un titre, 2 titres, un album, Public Enemy, machin, NWA, truc, voilà, les classiques, les machins. Et puis après, tu deviens passionné. Et à partir du moment où la passion prend le dessus, tu vis hip-hop, tu manges hip-hop, tu dors hip-hop, et puis t'es à la pointe de l'actualité. C'est-à-dire tout ce qui peut sortir, tu vas l'avaler, tu vois. Et c'est comme ça qu'après, t'as envie de plus écrire, t'as envie de plus composer, t'as envie de plus t'investir dans le rap, tu vois. C'est comme ça que c'est venu. C'est la passion. Avec une vision de carrière, ou à ce moment-là, c'était au jour le jour, tu te disais, bon, je rappe pour le kiff, et on verra ce que ça donne? Ouais, c'était vraiment pour le kiff, surtout à notre époque. On avait vraiment, à part IAM et NTM, on n'avait aucun exemple de réussite dans le rap. Et pour nous, ils étaient trop loin, tu vois. Faut pas oublier que les premiers clips d'NTM, tout ça, ils s'habillaient déjà en Jean-Paul Gaultier, tout ça. Pour nous, c'était des grands, c'était loin déjà. Tu vois, c'était presque intouchable. Donc, on n'avait pas cette ambition-là, mais on voulait faire du rap. Et le principal pour nous, c'était d'en faire. Et après, au fur et à mesure,
fallait que les gens l'écoutent notre rap. Et c'est là où c'était plus compliqué, c'est qu'il n'y avait pas tous les médias qu'il y a aujourd'hui, il n'y avait pas l'exposition qu'on peut avoir, c'était des petits concerts de mairie pourris où ils laissaient 1 heure comme ça aux groupes locaux, où on venait, on grattait les micros et tout, c'était vraiment autre chose quoi. Quand le succès t'arrive en pleine gueule, il y a un truc qui est spécifique pour en tout cas les 3 membres du groupe, c'est que vous ne vouliez pas rentrer dans le star system. Ça vous est arrivé dessus et vous avez toujours voulu vous mettre un peu à l'écart de ce show business qui vous est tombé dessus, notamment avec la victoire de la musique. Ouais, Comment on le gère ça? Comment on le gère? Au début, on le gère difficilement parce que faut recadrer le contexte. Faut savoir qu'à cette époque, on avait la vingtaine. C'est-à-dire, on était très jeunes. Et c'est pas des choses difficiles, c'est pas des choses faciles à gérer le succès. Donc nous, on le rejetait un peu, tu vois. Parce qu'on avait l'impression que le succès il pouvait changer notre identité et le fond de notre musique. D'où le titre du 2e album de 113, 113 fout la merde. On est des fouteurs de merde. Qui fait que c'était ça notre truc. On se dit, quand on arrivait dans les soirées, dans les concerts, notre dicton c'était 113 fout la merde. On se disait, notre 2e album, on va l'appeler comme ça. Tu vois, vous avez foutu la merde en rentrant 504 sur scène. Ça, personne ne le fera. Tu vois. Et il y a aussi, la vie d'artiste, ça entraîne aussi pas mal de problèmes. Et on oublie souvent que, malgré le succès, il reste quand même un homme derrière. Et ça, tu l'abordes dans les morceaux solo ou seul. Ouais, seul. Et Tristesse. Ouais. C'est des trucs très personnels. Il y a aussi ce côté-là à mettre en avant pour qu'on comprenne qui est derrière l'artiste. Ouais, bien sûr, mais c'est ça la force de la musique, c'est un vrai partage. C'est pas seulement un mec qui est en studio enfermé avec ses potes, qui fait un morceau, t'envoies, t'aimes pas. Non, la musique c'est pour moi, comment je la perçois, c'est une capture d'émotions, c'est-à-dire que t'arrives à capturer des émotions dans la vie de tous les jours. Ça peut être de la peine, ça peut être de la rage, ça peut être de la haine, ça peut être de l'amour, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la nostalgie. Voilà, ça dépend des sentiments que tu as envie de faire ressentir. Mais la force de la musique, elle est là. Donc, un homme, c'est... Tu le sais, t'es pas tous les jours joyeux, t'es pas tous les jours haineux. Donc, tout ça, il faut que ça se ressente dans ton disque. C'est quelque chose qui est difficile à faire, mais pour moi, c'est essentiel. Il faut qu'il y ait tout mon état d'esprit dans mes disques, tu vois. Alors bien sûr, dans le projet, tu parles pas mal d'oseille, très clairement, il y a pas mal d'ego trip, de références au luxe, mais le truc qui est permanent, c'est toujours la proximité et l'amour du quartier. Et ça, j'ai l'impression que c'est primordial chez toi. Enfin, ça a toujours été le cas, c'est ta ligne de conduite en fait. J'ai l'impression que voilà, de 20 à 36, c'est ça? Ouais. Et ben, ça bouge pas. Ouais, c'est le moteur. Et surtout, il y a une richesse dans les quartiers que je trouve pas ailleurs. Il y a une solidarité, il y a des choses que tu vis dans les quartiers que j'ai retrouvé nulle part ailleurs. J'ai eu la chance de voyager, j'ai eu la chance de faire 1 million de trucs en dehors du rap, de rencontrer plein de gens, mais j'ai jamais rencontré des gens aussi vivants que les gens des quartiers. On vit pour de vrai, on se fait du mal à la vie. Donc, et ça, pour moi, c'est mon moteur. C'est ma source d'inspiration numéro 1. Un cascaille quand je démarre du sou, prends mon 2 roues, je marche tout seul, je traîne tout seul, je pèse le million, je les pèse. Dernier AMG, Benz, la machine à billets envoie des braises, on voit dans la rue, pas dans la presse, le cul au chaud, bled, bang 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 bang, pour RTZ, des grands coups de tête à la ZZ, je ressens plus rien depuis tout petit, depuis le jour où on m'a coupé la ZZ. L'attachement à celui qui t'a vu grandir, donc Camille Groult. Ouais. Tu l'as montré dans le freestyle que tu as fait pour le site, Bouscave Départ. Ouais. Les nouvelles générations qu'on peut voir dans le clip, ils sont tous masqués, là c'est vraiment des petits. Ouais. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, elles sont plus précoces, plus animées par l'argent, plus prêtes à faire des dingueries qu'à l'époque, moins animées par le respect? Ouais, mais c'est la suite logique en fait, c'est l'évolution normale. Quand t'entendais nos parents, ils disaient « Ah moi, à mon époque, tu vois, c'était pas comme ça. » Nous, c'est à nous maintenant, c'est nous qui le disons. Ouais, tu vois, un petit peu, ouais, nous, c'était pas comme ça, respecter les anciens, tu vois.
Alors qu'aujourd'hui, c'est... Ouais, je suis un vrai tonton, je suis un vrai ancien du quartier. Et c'est vrai que le temps, les choses, ils évoluent, mais c'est les mœurs. Tu vois, le sexe, il se banalise. Moi, de mon temps, par exemple, la cocaïne, elle était bannie dans les quartiers. T'en avais pas. Celui qui vendait de la drogue dure, il était en marge du quartier, tu vois. Parce que c'était pas que la CC, il y avait l'héroïne, il y a eu des morts. Et la vraie époque des toxicomanes, on l'a connue. On allait à l'école, tu voyais des mecs que tu connais par terre, sur la pelouse, en overdose. Donc, tu vois, nous, on a connu cette période-là, que eux, aujourd'hui, ils n'ont pas connue. Et le fait qu'il y ait eu tout ça, eh ben, ça a banalisé beaucoup de choses. Et c'est la suite normale. Comme nos parents, tu vois, à l'époque, jamais tu aurais pu voir des meufs... tu vois, en mini comme ça ou quoi. Donc c'est pareil, c'est l'évolution normale. Toi, tu restes très proche de ce quartier-là, je sais pas, je pense que tu vis plus. Non, je vis plus à Vitry, mais maintenant j'ai ma famille qui habite là-bas parce que c'est un petit village et c'est chez nous, c'est chez moi. Et est-ce que tu as un rôle, je vais pas dire de médiateur ou un truc comme ça, mais que voilà, ça te plaît aussi de veiller un petit peu, voir comment les petits que tu as vus naître ou quasiment, comment ils poussent, tu vois? Bien évidemment, surtout que je suis souvent là-bas, je suis tout le temps dans mon quartier, parce que c'est là où je me sens mieux. Et puis aussi, il y a une petite vie, il y a quelques rappeurs par exemple, tu vois. Il y a mes petits cousins qui sont là-bas, il y a des gens que j'aime beaucoup, donc je suis obligé d'être là, et sans faire le médiateur, je suis pas un médiateur, mais je fais participer de mon expérience de vie, je leur montre comment nous on a fait, et à eux de faire le tri et de prendre ce qui est bon pour eux, tu vois. Putain, un emblème là-bas quand même. On peut le dire quand même, en toute humilité. Et puis aussi, il faut savoir que nous, on s'implique beaucoup dans la ville. Oui, voilà. Auprès de la mairie, tout ça, c'est vraiment notre ville, quoi. On a des événements annuels, on parle avec le maire comme si c'était un poteau. Donc voilà. Maintenant... Kennedy, big up. Maintenant, dans le domaine du rap, comment tu as vécu cette évolution avec la multiplication des artistes, avec le fait que maintenant on peut signer en maison de disque extrêmement facilement sans pour autant avoir des ventes garanties? Comment tu vois un peu l'évolution du domaine en fait? Ben, pour être clair, moi je pense que, on va dire que les maisons de disques, elles ont repris le dessus. Ouais. Ouais. Que le business s'était élargi à un moment. Vers 2006, 2008, 2010, il y a de plus en plus d'artistes qui se lançaient dans l'indépendance, qui faisaient des projets par eux-mêmes. Il y avait des alternatives de sortie, pas forcément en grosse sortie, mais tu étais présent, tu arrivais à vivre. Il y a eu l'arrivée, l'explosion d'Internet, qui fait qu'avec très peu de moyens, tu pouvais être visible. Donc tout ça, ça a changé la donne. Et les maisons de disques qui tiennent ce business, hein, clairement, hein, on parle concrètement là, qui tiennent ce business, ils l'ont mal vécu. Ils l'ont très mal vécu. Ils se sont adaptés du coup. Et se sont adaptés parce que d'aller signer un artiste qui a fait son buzz tout seul, qui a sorti ses disques tout seul, qui arrive à faire disque d'or tout seul, le chèque, crois-moi, il va être gros. Il y a AP, il a fait une punchline à ce sujet-là. J'entends que les petits signent pour 3 fois rien, ou je sais plus ce qu'il dit exactement. Exactement. C'est ça la réalité des choses aujourd'hui. La réalité, elle est là parce qu'aujourd'hui. Avant, c'était l'objectif principal. C'était arriver en maison de 10, c'était une garantie, voilà, bon, on te file un potentiel énorme. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. C'est moins le cas parce que, comme je te disais, là, les médias ils sont multipliés et puis la force d'Internet, elle n'est pas négligeable. Avec 3 bouts de ficelle, aujourd'hui, tu peux faire un gros buzz. Et surtout, là où les maisons de disques, je te dis, ils ont repris le dessus, c'est qu'ils ne laissent plus les artistes se développer. Dès qu'il y a un petit buzz, boum, on vient, on le signe. Tu vois? Enfin, ils sont pas forcés non plus, ils ont pas un flingue sur la tempe, hein, c'est tentant. Je suis d'accord. Après, tu viens des quartiers, on vient. Ça peut être la somme que c'est, hein, tu vois, même 20 000, hein, tu sais. Tu travailles 1 an à un Carrefour, tu vas les gagner les 20 000 euros. Hein. Mais tu prends un petit jeune de 20 ans au quartier, il est là, il galère, tu lui proposes 20, 30 000, il va venir en courant. Ouais, tu vois? Ils se doutent pas ce qu'il y a derrière comme taf. Ouais, moi c'est pas eux que je blâme, hein. C'est pas les jeunes d'aujourd'hui, hein. C'est pas les jeunes rappeurs qui vont signer dès qu'ils ont un petit buzz. C'est les maisons de disques qui jouent de ça, qui jouent de leur force. Est-ce que c'est ça quand tu dis j'ai fait 1000 fois le tour du game, c'est tous des merdes? Un peu plus loin tu dis j'ai fait un dernier million, je me barre, je ne supporte plus.
Ouais, bien. Là-dedans, est-ce que tu parles des artistes eux-mêmes ou de tout ce qu'il y a autour? C'est en général, parce que quand tu fais de la musique, les meilleurs moments que tu passes dans la musique, c'est sur scène et quand tu crées la musique, la création, quand tu es en studio avec tes gars et l'inspi, machin et tout. Pour moi, c'est les 2 meilleurs moments de la musique que tu vis. Donc tout ce qu'il y a autour, c'est pas quelque chose que j'avais forcément envie de faire, tu vois. Mais tu y es amené, parce que si tu veux vendre ta musique, à un moment donné, faut y aller. Il y a des règles. Il y a des règles. Et donc voilà, et c'est tout ça qui, au fur et à mesure du temps, ça te déçoit, parce que c'est pas... Il n'y a pas de dimension humaine là-dedans. Ça reste un business. C'est ça qui est malheureux dans le rap, c'est que les disques de rap sont très personnels, mais la vente de disques, c'est reste du business. Tu vois le délire? Donc, nous, on prend les choses à cœur, c'est notre musique, c'est un bout de toi. Mais la finalité, c'est du business, mec. Tu vois? Et donc, c'est ça qui fait qu'avec le temps, tu peux être déçu de beaucoup de gens, tu vois? Parce que tu attends des choses, mais en vrai, c'est la vie, c'est comme ça. C'est business, c'est tout. Il y a des gens avec qui tu es dans le milieu depuis longtemps et qui, eux, t'ont pas déçu. Vous êtes même plus unis que jamais. C'est les 2 autres membres du 113. Tu dis, j'ai 2 frères d'une autre mère qui viennent d'outre-mer. Ouais. Alors, AP, il est omniprésent dans les même parfois quand il pose pas, il est dans les clips. Il a son feat, il a son morceau solo. Ouais. Qu'en est-il de Mokobé? Mokobé, il a pris une direction artistique qui est un peu différente de la mienne. Ouais. Et c'est plus difficile de se retrouver en studio. Même pour les albums de 113. Ouais. C'est pas quelque chose qui est facile. Aujourd'hui, quand on était jeunes, on voulait la même chose. Aujourd'hui, nos caractères et nos personnalités, elles sont affirmées. Donc, on a des envies différentes. On voit la musique différemment, on a des envies. Donc, c'est ça qui fait que on se retrouve moins. Mais c'est quelqu'un qui est... c'est le frérot à vie, mon frère. Ouais, c'est demain, musicalement que les routes se sont séparées, il n'y a pas d'histoire. Ouais, demain, si quelqu'un tire sur Mokobé, le premier mec qui se mettra devant lui, c'est moi. D'accord, et AP. Et AP, bien évidemment. En doublon. S'il y a un nouveau projet du 113, ouais. Si je t'écoute bien, ce sera un duo. Non, pas forcément. Si on arrive à trouver la direction artistique qui nous corresponde à tous. C'est ça qui est difficile. Et après, on a fait tellement des grosses choses, des belles choses avec 113, que est-ce que c'est vraiment un disque qu'il faut faire? C'est les questions que je me pose aujourd'hui, avec mes potes. Une tournée alors? Une tournée, je sais pas, ça peut être... L'artistique, c'est large, hein. Tu sais, tu peux faire des bouquins, tu peux faire des films, tu peux faire des tournées, tu peux faire des spectacles, tu peux faire... je sais pas, c'est large. Et aujourd'hui, le spectre de 113, il est tellement large, on a fait tellement de choses. On a tellement un carnet d'adresses balèze que ce serait dommage que de faire que des disques de rap, tu vois. Ouais. Et c'est là où on discute en ce moment avec les amis, tu vois, sans te le cacher, tu vois, on discute tout le temps, on cherche des solutions, des trucs, des idées, des machins. Et c'est jamais mort. Ouais, c'est jamais mort. Pas faire pour faire, mais pour faire bien, il faut trouver le bon truc. C'est ça, exactement. Et l'envie est là. Et l'envie est là. Et surtout faire ce qu'on n'a pas déjà fait, quoi. Faire autre chose. Pas l'arrogance d'un mec comme Ibra, je suis juste Rimka. Je me suis fait quelques ennemis. Ils veulent me fumer, c'est possible. Faut protéger la femme. Et puis c'est pas d'aujourd'hui, il faut que les gens sachent que c'est pas une brouille d'il y a 2-3 ans, ça fait 10 ans que ça dure et qu'on n'est plus en contact, qu'on se parle plus, qu'on n'a plus rien à voir. Donc tu vois, c'est de fil en aiguille. Puis surtout, c'est pas... Bon, à la base, on n'a aucune histoire directe entre moi et lui. Mais c'est tout ce qu'il y a autour, des petites brouilles, des machins, des trucs qui font qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'entendre. Ils parlent de nos vies sans nous connaître. Ils regardent même pas le film entier. À 3 ans, on m'a foutu sur un piwi pour m'apprendre à piloter. Je pose mon front sur le sol. Frérot, je suis solo. La vie ne fait pas de cadeaux. Frérot, je suis solo.